Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Moi Anthony Lefebvre, je vous souhaite une bonne année 2023. Avec Zone de contact, commencez l'année en ayant toutes les dernières informations clés sur la géopolitique mondiale. Au programme pour ce premier numéro de l'année. De Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès à présent. Nous allons tout de suite nous intéresser au nouvel accord signé entre l'OTAN et l'UE le 10 janvier. Ce document vise à renforcer les capacités militaires européennes face à la Russie et la Chine. Toutefois, alors que les pays européens continuent de vider leurs stocks d'armement pour les livrer à Kiev, ces derniers sont-ils à la hauteur de leurs ambitions? Cet accord ne cache-t-il pas des intérêts géopolitiques? Le conseiller en stratégie Bertrand Scholler nous livre ses analyses pour Zone de contact. Écoutez notre entretien. Bonjour Bertrand, nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. L'OTAN et l'Union européenne ont signé un nouvel accord de coopération. Qu'est-ce que cela changera concrètement? Alors, d'une part, il y a beaucoup d'accords. À peu près tous les 6 mois, ils annoncent Berlin Plus, nouvel accord, etc. Donc, c'est assez difficile de voir quelle est l'évolution en fait à l'intérieur de cet accord. Dans celui-là, en fait, il y a un certain nombre de points qui sont très clairs. On voit que cet accord cible spécifiquement la Russie et la Chine, qui sont nommés d'un bout à l'autre du document, en fait, de cet accord. Chose également, cet accord parle de l'intelligence artificielle, en disant que c'est un des sujets essentiels. Et troisième chose, cet accord dit en fait que c'est dans ce cadre, donc dans un cadre OTAN-ONU, que vont être gérées toutes les armées des pays qui sont sous ce parapluie. Alors c'est déjà le cas en fait d'une façon générale au sein de l'OTAN, mais là ça rajoute toutes les armées des pays de l'Union européenne. En fait, quelque part ça s'impose à eux. Et c'est très astucieux puisqu'en fait beaucoup de pays voulaient rester plus autonomes et refuser l'idée d'une armée européenne. Bon maintenant il y a une armée européenne mais qui est finalement au sein de l'OTAN. Donc c'est une gifle pour tous ceux dont Macron qui racontait qu'il souhaitait mettre en place une armée européenne, et de toute façon on voit que c'était pas du tout ce que souhaitaient les Allemands, mais qui manifestement ont accepté ce nouvel accord. Je rappelle que von der Leyen est une ex-ministre de la Défense allemande et que c'est elle qui a signé avec Stoltenberg et avec Luc Michel, un Belge, cet accord. Jens Stoltenberg a reconnu que les pays de l'Alliance ont épuisé leur stock d'armes. Dans ces conditions, les pays européens membres de l'Alliance sont-ils à la hauteur de leurs ambitions? Alors, depuis le début du conflit, je ne sais pas si les auditeurs s'en rappellent, mais il y avait des très hauts gradés de l'armée allemande, et même je crois le ministre de la Défense allemande, qui avait dit qu'en faisant un peu l'audit de l'état des armements et des forces, il était vraiment inquiet par d'une part une grande obsolescence et l'absence de profondeur en fait dans les stocks. Donc un peu ce qui s'était passé au moment des masques. On est en présence de pays qui touchent une armée professionnelle, donc qui est relativement petite, et des équipements en fait. Si chacun des pays, Allemagne en tête, mais France également, sont des grands vendeurs d'armes, on remarque surtout qu'on a beaucoup d'armes très prestigieuses, extrêmement chères. On a un porte-avions, on a quelques Rafales, on a quelques chars, comment ça s'appelle, le super char français, enfin bref, des Allemands, alors Léopard et c'est le char Leclerc. Oui, le char Leclerc, oui. Mais on a quelques armes de très haut niveau, mais encore une fois, on n'a pas de profondeur. Et on voit dans le conflit en Ukraine que finalement, c'est des conflits d'artillerie, c'est des conflits de fantassins avec des batailles de tranchées, puisqu'en fait, ça reste très conventionnel. Et donc, il y a des stocks considérables d'obus qui doivent être utilisés, et des cadences également énormes pour ça. Et les armes qu'on vend
ne sont pas adaptés en fait à ce type de guerre, et on n'a pas non plus de stock. Et on remarque en fait ce que disent tous les experts, c'est que les Russes sont capables de bombarder 10 à 100 fois plus en cadence, et ça commence à se ressentir, puisque hier la ville de Soledar est or c'était une des 3 villes extraordinairement fortifiées depuis 8 ans par les Ukrainiens sous la supervision de l'OTAN. Donc c'est un des verrous clés en fait, une des lignes d'approvisionnement clés. Donc en fait, ils parlent beaucoup en fait de l'absence d'armes et de munitions, mais peut-être pour expliquer en fait ou pour camoufler cet échec, ce premier échec vraiment très fort sur le plan militaire. Il y avait déjà eu évidemment Mariupol, mais qui était peut-être entre guillemets plus prévisible. Mais là que Soledar tombe, alors que c'était une des clés de la contre-offensive ukrainienne, c'est vraiment un événement majeur en fait qui s'est passé et qui risque d'avoir des effets dominos puisqu'il y a un encerclement maintenant qui est extrêmement simplifié et une des voies d'approvisionnement principales qui est sabotée. Et donc on voit que les demandes en armement sont surtout anti-missiles et anti-aériens. Et il y a tout un débat en fait avec l'Italie qui s'était plus ou moins engagée à envoyer des missiles qui avaient une portée de 600 km, des missiles franco-italiens, donc anti-aériens. Et finalement, tout ça est ajourné comme pas mal de livraisons d'armes. Donc d'une part, il n'y en a pas beaucoup. D'autre part, ce sont des armes qui sont finalement assez peu performantes, puisque aucune n'ont réussi à empêcher un contrôle du ciel par les Russes, qui semble total. En fait, les seules informations qu'on entend sont des hélicoptères ou des avions ukrainiens, quand il en reste encore, qui sont abattus. Ici, le russe semble passer assez facilement puisque l'Ukraine est quasiment éteinte. En fait, on a entre la moitié et les 2/3 de leur capacité de production et de distribution d'électricité qui sont détruites et difficilement remplaçables, puisqu'en fait, c'est des générateurs qui datent de l'époque soviétique et qui ont des puissances de conversion pour aller vers le grand public qui ne sont pas du tout compatibles avec celles qu'on a en Occident, donc quasiment impossible à remplacer, en tout cas rapidement. Donc on est dans une dialectique clairement de tournant. D'une part avec un OTAN qui est prêt en fait au combat. Il y a peu d'armes à donner, mais il y en a quand même des milliers en Roumanie, en Pologne, et des missiles et des armes extrêmement modernes qui jusqu'à présent n'ont pas été données à l'Ukraine. Et cette volonté d'en découdre. Donc avec la chute de Soledar, je pense que le conflit va prendre une autre nature en fait, et peut-être moins de distribution d'armes et peut-être malheureusement une guerre totale plus visible. Aujourd'hui, elle est hybride, c'est-à-dire que quand vous livrez des armes lourdes, des belligérants, des avions, des missiles, des missiles anti-missiles, vous êtes de fait acteur de la guerre. Donc c'est uniquement pour l'instant de la dialectique pour dire on est en guerre contre les Russes, mais ça risque de changer en fait, parce que tout va s'accélérer. C'est mon sentiment. Emmanuel Macron plaidait ces dernières années pour la mise en place d'une armée européenne. Toutefois, sa position était loin de faire l'unanimité. L'accord signé le 10 janvier met un terme à ses ambitions géopolitiques. Quelles sont les raisons de ce camouflet géopolitique pour Macron ? Alors, d'une part, je pense que Macron n'a plus du tout la confiance de beaucoup de monde en Allemagne. Il faut bien comprendre que l'Allemagne s'est retrouvée piégée d'un bout à l'autre par la France, l'Union européenne et bien évidemment les États-Unis dans cette escalade. Donc, je vais rappeler un certain nombre d'épisodes. C'est au début à Versailles avec les sanctions, et je pense que Scholz a été un chancelier un peu amateur entre guillemets de ces grandes messes internationales et du rôle qu'il avait, et il a sauté à pieds joints en fait dans les sanctions, mais qui, on le voit, touchent beaucoup plus fortement l'Allemagne. Là en ce moment, au moment où je te parle, je suis à Munich, et quand je discute avec les Allemands, ils sont horrifiés par la situation dans l'industrie et partout en fait. On sent que les choses changent. Pour l'aréna de Munich est éteinte la nuit.
c'est juste hallucinant, quoi, pour montrer les efforts qui sont faits. C'est-à-dire le front, c'est l'équivalent de la Tour Eiffel pour le Bavière, est éteinte la nuit. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand Nord Stream a été détruit, et donc maintenant on sait que c'est pas les Russes, donc ça limite beaucoup. Personne de sérieux pouvait le croire, mais en tout cas c'était une hypothèse qui avait été proposée. Bon, elle est tombée à l'eau. C'est à nouveau l'Allemagne qui est la plus grande victime, puisque l'Allemagne consommait à peu près 60 milliards de mètres cubes de gaz qui arrivaient par là. Donc ils sont obligés aujourd'hui de faire fonctionner à plein leur centrale à charbon. Mais pour les chauffages en hiver, je peux te dire que le commerce des poêles à bois en Allemagne a explosé depuis quelques semaines, et l'achat de bois. Donc les Allemands en fait sont coincés, sont quasiment obligés maintenant de faire une allégeance complète à l'OTAN. Mais je pense qu'ils n'ont clairement pas envie de faire une allégeance à la France qui était clairement l'avocat du diable d'un bout à l'autre de cette séquence. Si tu reprends véritablement le fil rouge des événements, si tu es un pays européen, un chef d'État européen, tu vois bien le rôle extrêmement visible de la France dans cette espèce de plongée dans les abysses d'un conflit et de sanctions avec la Russie qui, encore une fois, je le dis et je le répète très régulièrement, est un allié naturel de l'Europe. Et en tout cas un allié extrêmement naturel de l'Allemagne. Donc les Allemands étaient clairement pas du tout décidés à de toute façon entrer dans une forme d'armée intégrée. Et d'ailleurs, ils ont annoncé pour eux des investissements à hauteur de 100 milliards d'euros pour reconstituer leur armée par an dès cette année. Donc je sais pas à quel point les Allemands pourraient à terme se libérer des accords qui viennent d'être mis en place, mais je pense pas que l'Allemagne acceptera de s'effondrer comme elle est en train de faire beaucoup plus longtemps en fait. Il va se passer des choses sur le plan politique qui vont changer la donne, à mon avis, avant cet été. Tout à fait. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce point-là. Tu avais déjà annoncé dans une précédente émission que l'industrie allemande allait énormément souffrir et que cela aura des conséquences dévastatrices pour l'Europe, tandis que les États-Unis tireront profit de la situation. Je cite ce que tu avais dit à ce moment-là. Mais c'est exactement ça. On voit bien que l'inflation continue à monter alors que le prix des énergies baisse. C'est-à-dire que si tu regardes le prix du gaz et du pétrole, en fait, il retourne à des niveaux relativement faibles, mais les coûts à la pompe ne changent pas. Parce que les industriels ont fait augmenter toutes leurs marges de la distribution, et les gouvernements sont impuissants à leur demander de faire entre guillemets des efforts. Enfin, en l'occurrence, c'est pas des efforts qu'ils font, c'est de la spéculation, et toute l'industrie est en train d'être saccagée. Tu remarques, par exemple, tu prends l'industrie automobile, il y a des pénuries en ce moment qui sont très fortes pour l'approvisionnement et les chaînes d'approvisionnement, et il se passe un phénomène extrêmement grave depuis quelques jours. C'est que le transport maritime, les prix du transport maritime sont en chute libre, et ce qui montre qu'en fait les échanges sont en train de baisser considérablement, et nos sociétés sont des sociétés de consommation, c'est-à-dire qu'elles ne résistent entre guillemets au choc que en fait l'argent circule. Et les gens achètent sans cesse des nouvelles choses, ce dont elles n'ont pas besoin, et ça nourrit, entre guillemets, ça entretient le système. Si ça est en train de s'écrouler, en plus des difficultés à se chauffer, des difficultés à faire fonctionner les industries, etc., c'est tout le système qui va tomber comme un château de cartes, et c'est en train de se passer. Et ce sont des indicateurs que toutes les personnes devraient regarder avec beaucoup d'attention. Le commerce mondial est en chute libre, et l'Europe, qui est, je le répète, une société de consommation, c'est-à-dire une société comme les États-Unis
qui n'existent pas parce que ce sont des grands producteurs comme le sont les Chinois par exemple, mais uniquement parce que les sociétés de services, de banques, d'assurance, et dans lesquelles en fait toute la marchandise qui arrive circule, se vend et achète en permanence, et ce qui donne l'impression en fait d'avoir une économie florissante et qui peut résister à n'importe quoi. Et ben c'est en train de changer. Et je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais tout ce qui est annoncé depuis des mois est en train de se mettre en place. Les banques passent de plus en plus de temps à appeler les patrons de PME, à appeler les particuliers pour savoir comment ils vont faire face à leurs dettes. Et on est clairement dans une situation explosive. Et on voit bien avec les boulangers et tous les artisans qui sont en train de fermer à une vitesse catastrophique parce que les dettes entre guillemets, qui ont été contractées pendant le Covid arrivent à échéance, et elles arrivent à une échéance où les pays sont en décroissance, et or elles devaient être remboursées en fait dans des périodes de forte croissance, ce qui n'est plus du tout le cas. L'organisation, la Banque mondiale, il y a quelques jours, a sorti ses prévisions, et elles sont super alarmantes pour pratiquement tous les pays de l'OTAN, les États-Unis, oui. le Canada, l'Australie, mais pour tous les pays européens, les prévisions sont super négatives. Le ministre de la Défense ukrainien Alexei Reznikov a déclaré dans une interview à la télévision ukrainienne que les Ukrainiens réalisent la mission de l'OTAN et versent leur sang à la place des combattants de l'Alliance. Quelle est votre réaction face à cet aveu ? C'est un peu ce que je dis et pas mal d'observateurs disent depuis le début. L'OTAN depuis des années, depuis au moins la fin de la guerre froide entre guillemets depuis les années 90, mais en réalité pour les gens qui sont un peu historiens, ça remonte à bien avant, a toujours été un terrain privilégié pour essayer d'affaiblir la Russie. Quelles que soient les époques, la Russie a été vue par des grandes puissances occidentales, donc la France, l'Angleterre, puis depuis par les États-Unis, comme un ennemi à abattre. Et à partir en fait de la glasnost, donc perestroïka, donc les années 90, l'Ukraine est la cible de l'OTAN. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire comme un domino, en fait, qui allait rapprocher de plus en plus les frontières de l'OTAN de Moscou, qui annonçait que c'était une ligne rouge. Et si tu te rappelles ces années et la manière avec laquelle les choses ont été gérées jusqu'à l'arrivée de Poutine, la résistance n'était pas extraordinairement farouche du côté de la Russie, qui était toujours un pays qui était en train d'être dépecé et qui avait perdu tous ses repères. Oui, donc, tout à fait. Il a fallu une vingtaine d'années. On se souvient à la Russie pour se redresser et ça veut dire non. Justement, mais l'OTAN est clairement le lieu de la guerre hybride. Voilà. Je vais justement rappeler pour les auditeurs. Je vais justement rappeler pour les auditeurs quand tu dis que la Russie était faible. L'exemple de la Yougoslavie en 1999. On a bien vu, et ça c'est facilement, on peut retrouver ça en consultant les archives d'anciens journaux télévisés, je pense sur la page sur YouTube, et on voyait les réactions de la Russie face au début de cette opération clairement illégale de l'OTAN en Yougoslavie en 1999. On voyait que la Russie se contentait de protestations, mais ne pouvait pas faire plus parce qu'elle n'en avait plus les capacités. Oui, c'est exactement ça. C'est que je pense que la dernière fois où la Russie a été faible et c'était entre guillemets Medvedev qui était président, c'est quand elle s'est abstenue en fait sur la Libye. Et depuis effectivement on voit en Syrie etc. La Russie n'a plus jamais manqué à ses obligations vis-à-vis de ses alliés. Et a abouti invariablement à une victoire. Mais pour la Yougoslavie, je pense que c'est une cicatrice diplomatique terrible et qui explique qu'il y a toujours entre guillemets cet amour pour la Russie, une très très grande part de la population en Serbie, mais qui a aussi ce sentiment d'avoir été abandonné à ce moment-là. Et ça a été terrible puisque la capitale et le peuple en Europe a subi des bombardements
par l'Europe. Oui, pendant plusieurs mois, d'ailleurs. Ouais. Et si tu connais des gens, des Serbes, des Kosovars, ou des gens comme ça, ils ont, enfin, il y en a beaucoup qui vivaient en dehors de Serbie et qui ont dû abandonner leur maison, qui ont dû tout abandonner et qui n'ont jamais pu être dédommagés, indemnisés, etc. C'est-à-dire que le pays dans lequel leurs parents étaient depuis des générations leur a été confisqué par le temps et par l'Europe. Et on voit qu'il y a encore, c'est encore très brûlant, justement au Kosovo, puisque les pays européens considèrent que c'est un pays qui est autonome et qui n'est plus du tout lié à la Serbie, ce que les Serbes n'acceptent pas, parce qu'ils ont encore une très forte minorité là-bas et qui est, semble-t-il, sans cesse en danger. Non, on est vraiment, l'Europe est très 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 mal partie et au sein de l'Europe on voit la France qui aurait tout eu pour en fait c'était un des paris je pense au début pour tirer profit de cette situation et affaiblir le grand frère ou la grande sœur allemande et parce qu'on a fait très très mauvais calculs dans le domaine de l'énergie et je pense que les Allemands sont extraordinairement fermes vis-à-vis de nos ministres en leur disant vous sortirez pas du système de cette espèce de système qui nous pénalise et qui fait qu'on produit l'électricité très peu cher mais on la vend aux Français beaucoup beaucoup plus cher pour équilibrer la situation dans les différents pays européens. Et surtout engraisser des milliardaires qui ne sont pas du tout des producteurs, qui sont juste des traders d'électricité et des producteurs de factures. Tout ça, c'est des gros sujets. Mais effectivement, aujourd'hui, les Ukrainiens et les soldats ukrainiens sont entre guillemets, des martyrs de l'Europe et de l'OTAN. Et on voit, et c'est la saison du ski, des images qui sont mais extrêmement troublantes d'oligarques ukrainiens dans les boîtes de nuit qui font déboucher les bouteilles de champagne les plus chères avec les drapeaux ukrainiens. Ah oui, j'ai vu aussi ces fameuses vidéos. Oui, j'ai remarqué ça aussi. C'est terrible, terrible. Et on sait que c'est malheureusement un pays qui était dans lequel la corruption avait un mode de fonctionnement avide. Toutes les chaînes de télé, tout le monde en parlait. Et subitement, depuis le début du conflit, on n'en parle pas, alors que ce sont des dizaines de milliards qui sont injectés dans cette économie. Et on se doute bien que si, avec l'accès à quelques centaines de millions ou quelques milliards, il y avait beaucoup de corruption et beaucoup de fuites, ça doit être encore plus fort aujourd'hui. Il y a toujours cette anecdote d'ailleurs de militaires qui vendent le matériel qui leur est fourni. Il y a beaucoup de vidéos et de témoignages qui indiquent, y compris sur le terrain militaire, il y a énormément d'armes qui pourraient être en train de se balader et en particulier des armes portables type Stinger et autres qui pourraient se retrouver dans les mains de mafias et à proximité d'aéroports en Europe. C'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant, ce qui se passe là-bas. C'était Bertrand Scholler, analyste français. Il a partagé ses réflexions sur la signature du nouvel accord entre l'UE et l'OTAN. Chers auditeurs,